Maintenant, on s'est réunis aujourd'hui pour parler de violence conjugale post-séparation. Alors, sautons dans le sujet. Claudine, je me tourne vers vous. C'est quoi la violence conjugale après une séparation? Comment ça se manifeste? Quand on parle de violence conjugale post-séparation, il ne faut pas faire une distinction immense entre la violence conjugale et la violence post-séparation. En fait, c'est simplement le contrôle et l'emprise qui va se poursuivre après la rupture. C'est un petit peu contre la pensée populaire qui pense un peu que si on se sépare, ben, ça va être fini, la violence. Hein. C'est souvent ce qui peut mener certaines personnes à pousser des victimes à se séparer, mais en fait, les victimes, elles le sentent que le contrôle et l'emprise, ça ne va pas s'arrêter le jour où elles vont choisir de quitter. Et souvent, ça fait partie des enjeux, justement, dans leur réflexion. Et c'est pourquoi il faut respecter le rythme et les réflexions d'une victime sur sa propre situation. Mais en fait, donc, la violence post-séparation, c'est simple. Comme la violence pré-séparation, l'objectif, c'est de maintenir ou de retrouver une emprise, un contrôle sur l'ex-partenaire de différentes façons. Dans le fond, c'est que les stratégies de violence vont s'adapter au fait qu'il y a eu une rupture, donc au fait que, par exemple, on n'habite plus au même endroit, mais ils ont toujours le même objectif. Donc, par exemple, différentes façons au niveau de la manipulation. Après une rupture, un partenaire peut redevenir le prince charmant, peut redevenir ou promettre des choses, peut promettre de faire un suivi thérapeutique sans avoir nécessairement l'intention réelle de changer, peut essayer de restructurer, reformuler la réalité à la victime en lui transmettant une vision des choses où il n'est pas coupable, où il n'y a pas de violence. Ça fait partie des stratégies de manipulation qu'on va voir et qui sont assez puissantes, surtout si on considère qu'au moment de la rupture, la victime, elle est face à plusieurs enjeux, notamment la continuité de la violence, mais aussi tous les enjeux au niveau légal, au niveau de la réorganisation, au niveau de l'organisation avec les enfants, au niveau des répercussions de la violence. Donc, cette manipulation-là, elle peut avoir un impact assez puissant et pendant un certain temps. On voit aussi beaucoup de menaces au moment de la rupture et après. Ça peut être des menaces qui peuvent aller jusqu'aux menaces de suicide du partenaire, jusqu'aux menaces de mort, qu'elles soient implicites ou explicites, des menaces envers les enfants. Quand on regarde les dossiers de féminicide de cette année, si je ne me trompe pas, ils étaient tous dans un contexte de rupture ou après la rupture. La jeune Romane, cette semaine, elle était séparée de ce conjoint-là. C'était un ex-conjoint. Donc, c'est un meurtre, c'est un féminicide commis dans le cadre d'une violence post-séparation. Et donc, il y a beaucoup de menaces, mais les menaces, elles peuvent être plus... pas nécessairement de nature de mort, mais elles peuvent être, par exemple, la menace de disparaître, la menace de ne pas s'occuper des enfants, la menace d'aller chercher la garde ou de refuser de faire telle ou telle chose. Donc, des menaces qui viennent mettre en jeu un futur paisible. Parce que c'est ça qu'elles veulent, les victimes, quand elles se séparent. C'est parce qu'elles veulent retrouver une vie plus paisible, une vie où elles sont en contrôle de leur vie, de la situation, de leur choix. Mais c'est des menaces, donc, qui viennent dire, ben, si tu continues à vouloir pas être avec moi, ben, je vais faire des choses pour continuer à nuire à ta vie. Et c'est souvent ce qu'on voit. On voit apparaître aussi des comportements de harcèlement, de suivre une personne, de contacter une personne de façon répétée, de contacter ses proches, d'appeler son boss, d'appeler sa famille, d'utiliser les enfants aussi pour avoir de l'information sur qu'est-ce que la victime fait, est-ce que la victime a un nouveau partenaire, qui elle voit, où est-ce qu'elle va, donc via les enfants ou via même des applications. Hein. On parle de cyberviolence, on en parle pendant la relation, mais on peut en parler aussi après la relation. On va voir aussi des situations où on va en parler sûrement avec mes collègues de Jury Pop et de la ligne Rebâtir, mais où le système judiciaire va être utilisé par des partenaires violents pour maintenir une emprise, notamment en faisant durer les démarches très longtemps, en amenant des recours par-dessus recours par-dessus recours, donc de jamais laisser la paix
à la personne, mais à travers des procédures judiciaires, soit en le faisant pour vrai ou en menaçant de le faire. Donc, si tu ne fais pas ce que je veux que tu fasses, ben, je vais demander la garde ou je vais demander une modification des droits d'accès ou je vais appeler la DPJ, je vais leur dire que tu fais telle chose. Il peut y avoir des menaces de révéler des situations passées. Tu sais, par exemple, quand on est un partenaire, on connaît très bien la vie de notre partenaire. Donc, on peut dire, ben, si tu continues à me demander une pension alimentaire, ben moi, je vais appeler la police, puis je vais leur dire que quand tu avais tel âge, tu as fait telle chose. Tu sais, je vais révéler des choses desquelles je suis au courant. Donc, ça devient très difficile et très lourd et très coûteux. Dans l'expérience, ça fait quand même une vingtaine d'années que je travaille auprès des victimes de violences conjugales et j'ai vu des femmes se retrouver avec des factures d'avocats ou des dettes liées à des procédures judiciaires qui peuvent être de plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire plus, là. Donc, ça devient extrêmement difficile. J'ai vu des divorces prendre 10 ans pour se finaliser dans des contextes de violence conjugale parce que la personne, justement, a intérêt à faire durer ces procédures-là parce que ça permet de maintenir une emprise et d'empêcher la personne d'avoir une vie paisible. La violence économique aussi vient beaucoup prendre une place. On sait que, dans le fond, la rupture, ça vient essayer de mettre un mur entre la victime et son agresseur, mais il y a des trous dans ce mur-là. Et un des trous importants, ben, c'est l'argent. Donc, de nuire au niveau de la pension alimentaire, d'arrêter de la payer, d'exiger des reçus pour chaque chose qui va être achetée avec une pension alimentaire, par exemple, pour enfants, de cesser de payer sa part des frais communs ou de constamment les mettre en question. Tu as voulu acheter un habit de neige, mais là, il n'y en avait pas besoin d'habit de neige. Puis, tu sais, donc, constamment garder un contrôle via les dépenses. Cacher des revenus. Travailler au noir pour éviter d'avoir à payer une pension alimentaire. Si vous saviez le nombre de victimes de violences conjugales qui disent « je le sais qu'il fait plein d'argent, il fait plein de voyages, mais il dit que c'est sa nouvelle blonde qui paye ou il dit que c'est sa job qui paye, mais moi je le sais qu'il fait de l'argent, il achète des choses aux enfants que ça n'a pas de bon sens, il est supposé d'être très pauvre. » Donc, c'est des situations qui vont justement venir nuire au futur et nuire à la vie paisible. On voit aussi beaucoup de contrôle qui va être manifesté à travers le rôle parental. Le fait d'avoir des enfants, on parlait tantôt d'autorité parentale, le fait d'avoir des enfants, ça permet aux ex-partenaires de continuer à contrôler à travers le lien avec les enfants. Donc, ça peut être simplement d'imposer des stratégies éducatives, demander des comptes rendus. Par exemple, dans des situations, j'ai vu des situations où des ex-partenaires violents demandaient à tous les jours un compte rendu de la journée de l'enfant par texto. Mais ça vient mettre une pression très forte sur la victime dans sa nouvelle vie. Manipuler les enfants contre, mentir aux enfants simplement sur la situation, sur la réalité. Donc, amener les enfants, berner les enfants, imposer sa présence dans le temps de garde de l'autre parent. Donc, tu sais, tu as un temps de garde, c'est ta semaine, ta fin de semaine, ou en tout cas, et que l'autre parent impose sa présence, ben, ça vient justement nuire à la nouvelle vie de la personne. Donc, ça peut prendre vraiment différents visages. Puis, évidemment, il ne faut pas oublier que le moment d'une rupture et le moment après la rupture, des fois pendant plusieurs années, ça peut être des moments où il y a carrément une escalade de la violence. Donc, pour certaines victimes, heureusement, ce n'est pas le cas pour toutes, mais pour certaines victimes, elles peuvent avoir l'impression que pendant une certaine période, c'est pire. Donc, que la violence est plus importante, que ça peut aller jusqu'à justement des menaces explicites, alors qu'avant, il n'y avait jamais eu de menaces explicites. Peut-être la violence physique même, avant, alors qu'avant, il n'y en avait peut-être pas eu. Et donc, ça peut aller jusqu'à un risque très élevé, et pour la victime et pour ses enfants. De là, l'importance d'accorder plus d'importance à cette période-là pour continuer d'assurer la sécurité des victimes, puis de monter un mur, dans le fond, qui va empêcher une personne qui veut continuer d'exercer de la violence d'atteindre la victime. Évidemment, ça passe beaucoup par la vie juridique, là, les moyens juridiques pour y arriver. Bien, justement, parlons-en. Vous venez de parler des cas d'emprise avec les enfants. On veut se protéger parce que là, tout d'un coup, c'est pire que c'était. Justine, je me tourne vers vous. C'est quoi les principales mesures de protection qu'on peut faire, qu'on peut obtenir après la séparation? Bien, il y a celles qu'on peut obtenir devant un tribunal, puis il y a celles qu'on devrait mettre en place avant même
d'en obtenir devant un tribunal. Puis je commence par celle-ci. La semaine dernière, on a parlé beaucoup de plans de protection, plans de sécurité, être bien entouré, être préparé, aller en maison d'hébergement. On se sépare, on quitte en maison d'hébergement, on va chez des proches en qui on a confiance. On conserve ces adresses-là privées, on tente. Évidemment, pour les maisons d'hébergement, c'est implicite, mais si on va chez un proche, on tente de ne pas dire chez quel proche on va. Si on s'est loué un nouvel appartement, on a droit de garder cette adresse-là confidentielle. On change notre cellulaire, pas nécessairement notre numéro, mais la petite carte SIM à l'intérieur. On va au dépanneur, on peut en acheter une, ça coûte 10 Claudine parlait de violence technologique tantôt, de continuation du contrôle via les technologies. Ça en fait partie et ça inclut le iPad, ça inclut le fameux nuage. On change ces mots de passe-là. Et là, ensuite, quand on a cette base, ce filet autour de soi, on appelle un avocat de droit de la famille ou on demande conseil autour de nous. Est-ce que tu en connais un? Les maisons d'hébergement sont bien habitués, les ressources, les intervenants qui travaillent auprès des victimes savent comment ça fonctionne. Et là, on pense à entreprendre les procédures judiciaires. Puis au terme de ces procédures judiciaires-là, oui, il y a des moyens de protection. Si on est devant une situation où il n'y a pas d'acte criminel qui a été commis ou il peut y avoir un acte criminel qui est commis puis la personne, elle ne souhaite tout simplement pas porter plainte pour des raisons qui lui appartiennent. C'est possible de faire des demandes d'ordonnance pour des protections qu'on dit civiles. Donc, on peut demander au tribunal d'ordonner de ne pas faire quelque chose. Ensuite, bien, tout ce qui inclut l'accès à la résidence, ça peut être inclus dans nos procédures. Le fait de demander de changer les serrures, de changer le système d'alarme, toutes ces choses qui nous font sentir en sécurité. C'est pas, puis là, je pense à mes collègues, mes partenaires en maison d'hébergement qui me disent « Justine, c'est pas la panacée, toutes ces mesures de protection-là. » Puis c'est vrai, mais plus on va en mettre autour de soi et plus notre filet de sécurité va être tissé, serré, ah ben, c'est 1 + 1 + 1, ça s'accumule, mais c'est pas la panacée, c'est vrai. Si on n'est pas encore rendu au stade d'aller vers les tribunaux, le plus important, c'est ce que j'ai dit d'abord, puis c'est aussi d'éviter au maximum les communications. Si on a des enfants, bien, on n'a tout simplement pas le choix, mais on tente de mettre nos limites, puis c'est là où être bien accompagné, être bien entouré. Les gens vont nous aider, vont nous soulever, vont nous permettre de mettre ces limites-là et de s'en tenir au strict minimum. Je pense à un exemple concret où on avait un jugement parfait, des conditions parfaites, même des conditions criminelles, un jugement en cour supérieure idéal et où, à chaque échange de garde, il y avait un petit pas de plus qui se faisait vers la porte de la résidence. Donc, au début, c'était au coin de la rue. Ensuite de ça, ça a été devant l'appartement. Il pleuvait cette journée-là. Ça a été à la porte. Il avait amené un sac vraiment lourd. Il a sonné parce qu'il avait les mains pleines, il avait besoin qu'on lui ouvre la porte. Puis finalement, après quelques temps, on s'est rendu compte qu'il rentrait dans la résidence. Et puis là, ben, c'est là où le réseau est important pour recadrer la situation. Puis c'est à ce moment-là où il peut y avoir des prises de conscience aussi. Bref, les mesures de protection, il y en a plusieurs. Il faut choisir celles qui sont adaptées à notre situation. Puis il faut surtout les choisir en étant bien entouré. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais si quelqu'un est dans une situation terrible comme celle de la violence conjugale, puis qui sent que les démarches sont sur le point d'être entreprises, commencer à ramasser les petites mailles de son filet dès maintenant pour se permettre d'être dans la situation la plus sécuritaire possible lorsque la rupture ou le moment de quitter va arriver. Merci, Justine. Maître Richer, je me tourne vers vous. Justine a abordé beaucoup le côté civil, mais elle a dit, entre autres, il peut y avoir des mesures aussi en droit criminel. Des fois, dans le milieu, on entend parler des fameux 810. Des fois, on l'entend même dans les médias. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un 810 et ça sert à quoi? Comment on met ça en place par rapport à une personne qui est victime de violence conjugale? Alors, un 810, c'est une ordonnance qui a été mise par la Cour du Québec, Chambre criminelle, de ne pas faire quelque chose. Par exemple, de ne pas troubler l'ordre public, de ne pas posséder d'armes à feu,
de ne pas consommer de drogue ou alcool, mais aussi ce qui est intéressant pour la clientèle qu'on côtoie, c'est de ne pas se trouver, par exemple, dans un lieu ou dans un rayon certain d'un lieu, d'une école, d'une maison, de son lieu de travail. Ça peut être aussi une interdiction de ne pas communiquer directement ou indirectement. Pour bénéficier de ce type d'ordonnance de la Cour du Québec, les personnes doivent avoir des motifs raisonnables de craindre qu'une autre personne lui cause à elle ou son enfant ou à son partenaire intime des lésions personnelles ou endommage sa propriété. Et là, lésions personnelles, je vous dirais que ça peut englober tout ce qui peut être, la jurisprudence dit que ça peut englober tout ce qui peut être sévice psychologique. Donc, ça n'a pas besoin là, d'être quelqu'un qui blesse physiquement quelqu'un. La personne qui dénonce la personne à qui on souhaite ordonner des conditions devra se présenter à la Cour. Donc, ça veut dire que la personne qui dénonce va devoir se présenter à la Cour, oui, mais la personne aussi qui est l'agresseur va devoir se présenter devant la Cour et expliquer, il va falloir qu'il rende des comptes au juge. Puis si le tribunal est convaincu par la preuve que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables, la Cour ordonnera de contracter cet engagement-là. Si la personne refuse de contracter cet engagement-là, elle peut avoir une peine d'emprisonnement jusqu'à 1 an. Si la personne ne respecte pas l'engagement, elle pourra faire l'objet d'une dénonciation et à ce moment-là, elle pourra être arrêtée et devra subir un procès. Et là, elle pourra avoir une peine de condamnation jusqu'à 4 ans. Alors, c'est sûr que, comme le disait Justine, au niveau civil, dans le cadre d'une demande de séparation, dans le cadre d'une demande de divorce, on peut demander, exemple au juge, à monsieur de ne pas se présenter chez nous, de ne plus communiquer avec nous. Mais c'est sûr que ça se fait dans un cadre civil et la seule façon, si la personne ne le respecte pas, c'est de faire une ordonnance pour outrage au tribunal et ça peut prendre du temps avant d'être entendu par la Cour supérieure. Et là, évidemment, il peut y avoir des conséquences criminelles, si on veut, en tout cas des clauses pénales, mais vous comprenez, le délai, ça peut être long. Alors que là, si on a 810 qui dit à monsieur, tu ne peux pas te présenter chez nous ou à 500 mètres de ma résidence et que madame aperçoit monsieur au coin de la rue qui est à 100 mètres, elle peut tout de suite appeler les policiers. Les policiers vont venir l'arrêter et vont déposer contre lui un 811 à ce moment-là et va devoir expliquer pourquoi il se trouvait là. Et s'il n'a pas une bonne explication, bien, la Cour va pouvoir le condamner et ça peut aller jusqu'à 4 ans d'emprisonnement, tout dépendant évidemment des antécédents de la personne. Mais ce moyen-là, ce 810-là, on pense toujours que c'est utilisé lorsqu'une accusation criminelle qui a été portée et que la personne a pas été, en tout cas, qu'il y a une négociation qu'il y a entre le procureur de la Couronne et l'avocat de la défense et au lieu d'être, exemple, reconnu coupable de lésion, va signer un 810, un engagement de ne pas faire. Alors que le 810 existe aussi par lui-même. On n'a pas besoin d'avoir déposé une plainte au criminel. On peut demander ce 810-là même avant. Alors, c'est une mesure de protection, oui, mais c'est davantage plus compliqué pour la personne pour qui on veut avoir une ordonnance parce qu'il doit se présenter à la Cour et il sait que les policiers peuvent le surveiller. Et d'ailleurs, il est important de le savoir, c'est que souvent, lorsque ces demandes-là sont faites, les juges vont souvent en profiter pour passer leur message à ces gens-là et peut-être même les sermonner. Et vous avez toujours aussi un agent de liaison. Un agent de liaison, c'est un policier qui est là, qui fait le lien entre la Cour et le service de police et il va pouvoir prendre en note les 810 qui ont été accordés et il y aura peut-être une vigilance accrue là, auprès de ces personnes pour qui un 810 a été donné. J'ai juste envie d'ajouter, Annie, si tu me permets, qui est juste important de retenir pour les personnes qui souhaiteraient utiliser ce recours-là, comme le disait Maître Richie, c'est que on n'est pas nécessairement représenté par avocat pour faire cette demande-là au tribunal et l'agresseur ne sera pas nécessairement en fait représenté non plus. Donc, c'est une possibilité par ailleurs de se retrouver seul
face à son agresseur devant un tribunal. Je pense que c'est important de le mentionner quand même, là, parce que c'est une avenue qui peut amener son lot de conséquences pour la personne, de stress, d'angoisse, d'anxiété. Et puis c'est ça la réalité là, dans les faits. Donc, vaut quand même mieux consulter un avocat qui soit criminaliste, droit de la famille, ou s'adresser même à un centre de justice de proximité, par exemple, rebâtir évidemment pour bien comprendre le contexte juridique dans lequel une demande comme ça va être faite. C'est sûr que dans certains... Ça va. C'est sûr que dans certains districts, les gens peuvent être se représenter seuls, mais il y en a d'autres où le DPCP va même être là pour les accompagner, les policiers vont être là pour les accompagner, tout dépendant des districts, mais effectivement, c'est une bonne idée là, de vérifier comment ça se passe dans chacun des districts. Puis on en revient à ce qu'on disait la semaine passée, ça dépend, c'est du cas par cas, qu'est-ce que la personne a de besoin au moment où elle vit sa situation. Maintenant, tout ça part du fait qu'on s'est séparés. Et là, on peut divorcer ou se séparer en contexte de violence conjugale. Il y a plusieurs avenues. La semaine passée, on a parlé d'ailleurs de la médiation. On a un internaute qui se pose la question à savoir, normalement, on nous incite à aller vers la médiation. Mais là, dans le cas de la violence conjugale ou de la violence familiale, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Justine, j'aimerais vous entendre là-dessus. Conséquences d'entrée de jeu, dans un contexte de violence conjugale, on va dire qu'on ne suggère pas d'aller en médiation. On ne recommandera pas cette pratique-là pour des raisons évidentes et dont on parlait la semaine dernière. C'est une occasion idéale pour des manifestations de violence post-séparation. Et malheureusement, ce pourrait être des manifestations tellement subtiles qu'elles ne seront pas possibles pour le médiateur d'être décelées. Par ailleurs, notre système de justice étant ce qu'il est, et pour se défendre devant les tribunaux, ça peut coûter très cher. Il est possible qu'une personne qui vit de la violence conjugale veuille quand même bénéficier de ce service-là, notamment parce qu'il y a 5 heures. Il y a 5 heures qui sont couvertes. Donc, gratuitement, on peut avoir accès à un médiateur et terminer avec une entente de médiation. De deux choses l'une. Premièrement, les médiateurs familiaux du Québec sont non seulement sensibilisés, mais tout à fait conscients de cette problématique-là et en train d'adapter leurs pratiques également au niveau du dépistage de la violence conjugale, donc pour que les médiateurs qui sont possiblement en face d'une situation d'un contexte, en fait, de violence conjugale ou de violence post-séparation, soient en mesure de dépister, pas de faire de l'évaluation, mais vraiment juste de voir les petits drapeaux rouges allumés devant eux et de faire, écoutez, on va arrêter ça ici maintenant, je vais aller discuter avec vous de manière individuelle. Donc, on a cette première assurance-là qu'on parle à des professionnels qui sont sensibilisés, qui seront formés et qui font d'ailleurs de leur congrès annuel cette année, la violence conjugale est leur sujet principal. Et l'autre chose, il existe donc un service qui s'appelle le service de prémédiation qui est offert par les centres de justice de proximité dans lesquels il a été constaté qu'il y avait énormément de demandes en contexte de violence conjugale et c'est l'occasion, en fait, en amont, de valider la pertinence pour cette situation donnée-là. Donc, ce couple en pleine séparation, d'avoir recours à la médiation. Donc, ce qu'on sait, c'est que les professionnels, en ce moment, tout le monde est en train de se prendre la main pour je reviens toujours à mon filet de sécurité, mais c'est toujours la même chose. Plus il y a de monde qui vont se tenir la main puis qui vont accrocher les drapeaux rouges quand ceux-ci vont se lever, bien, on va s'assurer de ne pas mettre les personnes victimes dans une situation où bien, elles vont subir encore des actes de violence. Le mot d'ordre s'arrête. Et ce n'est pas prêcher pour ma paroisse, au contraire, bien que ça pourrait avoir l'air d'être ça. Mais c'est de dire vaut mieux consulter un avocat au préalable. On peut tenter l'expérience, mais d'avoir au moins les outils juridiques, d'avoir la connaissance juridique pour être en mesure peut-être de faire valoir aussi notre point de vue dans un contexte de médiation où on serait en présence de notre agresseur.
Euh, Je pense qu'une chose qu'il faut rappeler, c'est que le moment de la séparation, puis les séparations en tant que telles, il y a une surreprésentation de la violence conjugale dans les situations de séparation. Il y a plus de victimes de violence conjugale si on a un bassin de gens qui sont en train de se séparer que si on regarde un bassin de la population en général. La raison est simple, c'est que la violence conjugale, c'est pas bon pour la continuité d'un couple. Souvent, ça mène à une rupture, peut-être pas tout de suite, mais à plus ou moins brève échéance. Les relations de violence conjugale, ce pas des relations qui sont viables à long terme. Donc, c'est voué à un certain échec et pour certaines à une rupture. Et donc, toutes les personnes qui travaillent auprès de gens qui sont en train de se séparer, donc que ce soit au niveau judiciaire ou que ce soit au niveau aussi de la santé des services sociaux, il faut toujours se poser la question, est-ce que ça se peut qu'il y ait de la violence conjugale dans ces situations-là? Parce qu'on sait qu'il y a de la violence criminelle dans à peu près une rupture sur deux. Puis là, on parle de violence criminelle, on ne parle pas de toutes les autres formes de violence. Donc, peu importe le milieu où on travaille, c'est une problématique qui est extrêmement fréquente et dont on doit tenir compte, vraiment. Écoutez, ce que je retiens de ce que vous me dites, c'est clairement, il faut être vigilant. Deuxièmement, oui, moi aussi, je suis avocate, sans prêcher pour ma paroisse, ça vaut la peine de consulter un avocat. Et le fait que Jules Pop fait en sorte qu'il soit de plus en plus formé sur ces sujets-là, je pense que ça vaut la peine d'être soumis. Maintenant, dans l'avenue où la personne qui veut nous écoute, elle dit OK, je vais suivre le conseil, je veux aller voir un avocat, mais je n'ai pas les moyens. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir accéder à un avocat? Bien, la première des choses, vous avez Rebâtir qui existe, hein, c'est 4 heures de consultation juridique pour l'ensemble de la population dès que tu es victime de violences sexuelles ou de violences conjugales. Par la suite, si des gestes, des actes juridiques doivent être faits, on va vous référer à nos bureaux de région et il y en a partout au Québec. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment où tu n'es pas admissible à l'aide juridique, il y a d'autres avenues qui s'offrent à nous. Effectivement, on le voit pas très souvent, mais il y a ce qu'on appelle la provision pour prêt. Une personne qui souhaite déposer une demande à la Cour et à caractère alimentaire, dès qu'une demande de pension alimentaire pour elle-même, pour la victime ou pour ses enfants, elle peut déposer une requête pour provision pour frais. Cette requête-là, évidemment, elle a un caractère alimentaire. C'est afin de permettre à une partie qui n'a pas les moyens de faire valoir ses droits. Il doit y avoir, comme je vous disais, obligatoirement une demande alimentaire. Cet argent-là est réclamé pas à la partie adverse. Il sera pour couvrir les montants des déboursés pour l'avocat du créancier. La créancière n'aura pas besoin d'être sans ressources parce que souvent, les gens pensent que la requête provision pour frais, il faut avoir rien, alors que c'est faux. Cette requête provision pour frais-là, elle peut être déposée dès qu'il y a une inégalité au niveau des revenus des parties. Souvent, les critères que les tribunaux vont considérer, c'est les besoins et les moyens du créancier, les ressources du payeur, la disparité entre les deux, la nature et la complexité de la demande, la protection des enfants et le comportement des parties. Et récemment, le 6 octobre, il n'y a pas si longtemps, l'honorable juge Stéphane Lacoste, et je vais prendre le temps de vous le lire, rendait un jugement et indiquait « La provision pour frais n'est pas limitée à la seule question de la situation économique des parties. Elle peut aussi être ordonnée en raison du comportement de l'une des parties à l'occasion de l'instance, puisque le comportement d'une partie a, règle générale, un impact sur le coût des procédures. » Alors, comme le disait tantôt Claudine, souvent, l'agresseur va se servir des procédures pour étirer ça, faire des procédures et refaire des procédures, alors que là, avec la provision pour frais, on vient de freiner en partie peut-être cette ardeur-là de l'agresseur, parce qu'il sait très bien que s'il perd, bien, il va être obligé de payer, en plus de ses propres frais d'avocat, il va être obligé également de payer les frais de la partie adverse. Alors, c'est sûr que ça peut être une bonne façon de limiter les ardeurs de l'agresseur. Donc, on a un avantage économique
et on a aussi un avantage dissuasif parce que la partie qui réclame cette requête pour provision pour frais va voir ses frais d'avocat payés, en tout cas pour une bonne partie. Alors ça, c'est une autre façon qui souvent n'est pas utilisée devant les tribunaux, mais qui aurait, surtout dans le cadre de victimes de violences sexuelles, de violences conjugales, aurait intérêt à être utilisée par les avocats pour donner un break à la victime là, qui doit des fois payer des frais, comme le disait Claudine tantôt, des fois qui peut être énorme. Là. Alors, et puis peut-être aussi rappeler que l'aide juridique est là et souvent les gens pensent que l'aide juridique, c'est juste pour ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus. C'est faux. Vous savez, l'aide juridique, elle peut être gratuite, mais elle peut être aussi avec un volet contributif. Alors, vous avez des gens qui peuvent facilement gagner plus de 40 000 $ et avoir droit à l'aide juridique. Quand on parle de volet contributif, exemple, si une personne est admissible gratuitement, ça peut couvrir pour une personne seule, disons, 22 000 à 23 000 $, mais par la suite, ça peut aller pour être obligé de payer 100 $, 200 $ jusqu'à concurrence de 800 $ et voir ses frais d'avocat complètement assumés par l'aide juridique. Alors, moi, ce que je dis, c'est aux gens qui souhaitent se séparer, ne prenez pas pour acquis que l'aide juridique n'est pas pour vous. Faites une demande, allez dans un bureau d'aide juridique, appelez-nous, nous, on va pouvoir vous référer à Rebâtir, mais vous pouvez vous rendre directement dans un bureau d'aide juridique et aller faire vérifier votre admissibilité à l'aide juridique. Et beaucoup de personnes vont être surpris des gens qui peuvent être admissibles à l'aide juridique. Si vous me permettez, je vais sauter sur ce que vous venez de dire. OK, je veux faire une provision pour frais, mais qu'est-ce que je fais si la personne devant moi, elle se présente seule? On a vu tantôt qu'il y a des mesures dans le projet de loi, mais qui ne sont pas en vigueur. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me protéger contre ça? Mais en fait, devant les parties non représentées en matière de violence conjugale, l'avocat de droit de la famille va prendre un rôle vraiment important, je dirais même charnière. On devient, puis je m'inclus là-dedans, là, mais j'inclus surtout, je pense surtout à mon équipe, on devient des boucliers. Carrément, on est le vecteur de la violence post-séparation et on la reçoit comme avocat à tous les jours, et je vais dire des fois même plusieurs fois par jour, des communications incessantes, de la menace à peine voilée, de la méchanceté et très souvent de la violence. Et moi, ce que ça me dit, c'est que si moi, comme avocate, je reçois ça, imaginons ce que la personne que je représente recevait ou recevrait si elle n'était pas représentée. Donc, le meilleur moyen, c'est de trouver son match parfait ou en tout cas son match avec un avocat, une avocate qui saura tenir compte du contexte et qui va vraiment faire office de bouclier. C'est pas tous les avocats, c'est pas pour tout le monde pratiquer en contexte de violence conjugale. Puis si on le dit à nos confrères, consoeurs, ça se peut que ce soit pas fait pour toi. Ce domaine de pratique-là, c'est stressant, c'est insécurisant. Mais quand on accepte ce genre de dossier-là, on a un devoir pour les personnes qu'on représente. C'est vraiment celui de se tenir droite et de prendre les coups et de choisir les informations qu'on va transmettre parce qu'on peut se permettre ça. Comme avocat, on peut se permettre de dire, bon, mais là, on est vendredi, je viens de recevoir cette information-là, je vais attendre lundi avant de la communiquer parce que ma cliente, elle va passer un bon week-end à ce moment-là. Puis, c'est une relation de confiance qui s'installe. Les personnes requérantes, des fois, nous disent, tout ce lot d'informations-là, je ne veux pas que tu me le communiques. Si ça concerne mes enfants, tu vas me le communiquer. On agit vraiment comme un filtre. Et de la manière dont on pratique, je ne dirais pas, tout le monde ne pratique pas comme ça, mais c'est ce qu'on va essayer de diffuser à travers la communauté juridique, c'est d'agir aussi comme agent de liaison, comme personne qui va parler avec tout le monde, qui va transmettre l'information et qui va finalement tricoter le filet avec les autres. Il n'y en a pas de solution idéale, vraiment. Puis, tu sais, ce serait vraiment compliqué de dire aux gens qui nous écoutent voici ce que tu pourrais faire devant un tribunal, devant une personne qui se représente seule. Puis, en fait, ça ne voudrait probablement rien dire pour personne, mais pour les avocats qui se pratiquent en contexte de violence conjugale, si vous écoutez, vous êtes pris avec une partie adverse non représentée qui est absolument violente envers vous, il existe des solutions et puis il existe des confrères consoeurs qui peuvent vous pister sur des pratiques pour les personnes qui vivent la violence conjugale ou post-séparation. C'est vraiment de trouver
une personne pour vous représenter qui va être bienveillante, mais au-delà de la bienveillance, qui va juste vous accueillir dans votre vécu. Puis je ne l'ai pas nommé tantôt, mais vous avez le droit, les personnes ont le droit d'avoir un avocat qui dit ben je te crois, tu vis de la violence conjugale, puis tu sais quoi, on va le dire au tribunal. On a un projet de loi maintenant qui va nous aider, une nouvelle loi qui va faire en sorte qu'on va pouvoir le plaider facilement, que ça va exister dans la loi. C'est pas tout à fait le cas maintenant. Mais encore là, c'est pas dit que tous les avocats et les avocates vont choisir de le faire. Mais une personne, si elle souhaite être bien représentée, puis si on veut vraiment répondre à ses besoins, ben plaider la violence conjugale, dans ces termes-là, ça en fait partie. Puis ce qui est important que tu amènes, c'est effectivement, quand on parle de violence post-séparation, elle peut être exercée directement envers la victime ou elle peut être exercée à travers ses enfants, mais elle est fréquemment aussi exercée à travers les proches et à travers les intervenants. Les avocats, avocates étant des intervenants dans la situation, les médiateurs aussi, tous les intervenants sociaux aussi qui peuvent être impliqués dans un dossier. Même nous, à SOS, des fois, on reçoit des appels de personnes qui nous disent « Ouais, je pense que ma femme vous a appelé, mais là, c'est pas vrai ce qu'elle dit. » Puis là, ils essaient de nous convaincre. Puis nous, évidemment, on ne sait même pas de qui ils parlent parce qu'on est anonyme et confidentiel, mais ça nous arrive même à nous. Donc, ça arrive et il ne faut jamais oublier qu'un agresseur conjugal qui a réussi à installer une emprise durant plusieurs années, c'est quelqu'un qui est habile. C'est quelqu'un qui est bon pour convaincre, entre autres les intervenants, que la victime n'est pas la victime réellement et plutôt l'agresseur. Et ça peut devenir extrêmement complexe. Et c'est pour ça que c'est important quand on est l'intervenant de la victime, de rester du bord de la victime et de toujours, tu sais, on parle de plusieurs moyens là, qui sont possibles pour améliorer la sécurité, mais de toujours agir dans le sens de, c'est des moyens qu'on va offrir, mais il faut respecter la volonté aussi de la victime là-dedans parce que ça se peut très bien qu'une victime choisisse de ne pas faire de demande de provision pour frais parce qu'elle craint que ça fasse augmenter la violence de l'agresseur. Et ça se peut que oui, dans certaines situations, ça se peut que ça se passe bien, dans d'autres situations. Donc, il faut vraiment croire la victime quand elle nous dit non, ça, c'est pas une bonne avenue pour moi parce que ça pourrait avoir des impacts par la suite. Donc, c'est vrai, c'est pour ça que ça rend la situation très complexe pour nous, les intervenants, parce que chaque situation est différente, chaque agresseur passe par des chemins différents et très souvent, ils vont passer par des choses subtiles. On discutait avant la réunion à quel point, des fois, la victime va nous rapporter, mais là, il a mis une barre de chocolat dans le sac d'école de l'enfant, mais c'est une barre de chocolat, je lui avais acheté ça une fois, puis c'était pas la bonne barre, puis là, ça avait fait toute une affaire, puis dans cet événement-là, ça avait abouti par des menaces de mort, mais là, le fait qu'elle retrouve la barre de chocolat dans le sac de l'enfant, c'est ça que ça signifie pour elle, et c'est ça que ça veut dire, mais c'est sûr que ça peut paraître à la surface comme étant quelque chose d'innocent. Donc, c'est vraiment complexe. Et les intervenants, oui, quand on est bouclier, ça se peut qu'on reçoive nous-mêmes des choses, puis ça peut aller, pour certains intervenants, ça peut être extrêmement difficile, jusqu'à des plaintes à leur ordre professionnel, par exemple, ou des menaces ou des plaintes à leur organisation. Et comme intervenant, c'est dur à vivre, c'est très difficile à vivre. De là, l'importance qu'il y ait des dispositions pour protéger aussi les intervenants qui travaillent en violence conjugale. On a parlé beaucoup de protéger le ou la conjointe qui veut quitter. Mais souvent, il y a des enfants, on se rappelle la semaine passée, Justine nous a remis dans le bon chemin, on quitte avec les enfants. Peu importe, on quitte, on va se mettre à l'abri. Maintenant, post-séparation, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le rôle des enfants dans une post-séparation où la violence conjugale est impliquée? Le rôle des enfants est très important et souvent on l'oublie parce qu'effectivement, ils sont des victimes. Puis ils n'ont pas besoin d'avoir été victimes eux-mêmes. Le fait d'entendre, le fait de voir sa mère, le fait de voir la personne qui est agressée, stressée, nerveuse, ça l'emmène des séquelles réelles chez les enfants. Et les enfants, veulent pas, font partie de l'équation dans le cadre d'une demande de séparation ou de divorce ou même d'obtenir la garde ou les droits d'accès aux pensions alimentaires. Ils font partie de l'équation et on sait que malheureusement, dans certaines situations, les agresseurs vont se servir des enfants pour continuer à garder un contact avec la victime. Alors, ces enfants-là ont des droits et même le Code civil le mentionne. Ces enfants-là ont également la possibilité d'être entendus par le tribunal s'ils le désirent. Et ça, c'est important de le savoir.
De plus en plus, d'ailleurs, dans les dossiers à matière où il peut y avoir de la violence sexuelle ou de la violence conjugale, on va nommer des procureurs aux enfants. Habituellement, les procureurs aux enfants sont nommés à des enfants qui ont plus de 7 ou 8 ans parce qu'il faut quand même que les enfants puissent avoir une capacité de discernement afin de donner un mandat à leur procureur de les représenter. Capacité de discernement, ça veut dire qu'ils savent qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais pour eux. Il faut qu'il y ait quand même une certaine notion. Alors, un procureur à l'enfant va être amené à rencontrer les enfants et à voir avec eux ce qu'ils souhaiteraient. Exemple, dans le cadre d'une garde, dans le cadre de droit d'accès, ils vont pouvoir discuter avec eux et l'avocat, et ce qui est important, dans le cadre de la Cour supérieure, parce que le mandat d'un avocat à l'enfant dans le cadre du tribunal de la jeunesse est différent. Dans le cadre d'un dossier de Cour supérieure de garde ou de droit d'accès, ça va être le désir de l'enfant qui va être important. Le rôle de l'avocat, ça va être d'écouter l'enfant et d'essayer, dans la mesure du possible, de faire respecter ce qu'il souhaiterait. Évidemment, l'avocat a aussi un rôle de conseiller. Vous savez, quand une partie va rencontrer un avocat, l'avocat va conseiller son client, mais c'est la même chose aussi pour un enfant. En bout de ligne, par contre, c'est l'enfant qui va décider ce qu'il veut. Alors, c'est important qu'un enfant puisse se faire entendre parce que s'il y a des craintes d'aller chez son père ou d'aller chez l'agresseur, qui peut être aussi sa mère dans certaines situations, il faut que l'enfant soit en mesure de véhiculer cette information-là et il faut mettre des mesures de protection. Dans certains cas, l'enfant va accepter de voir son parent agresseur, mais en autant que ces visites-là soient supervisées. Alors, il est possible qu'il y ait des visites supervisées qui soient mises en place. Ces visites supervisées-là peuvent être faites par des organismes, il y en a un peu partout au Québec, qui voient à la supervision, c'est-à-dire le parent agresseur vient voir l'enfant dans un milieu encadré, ça se passe dans un endroit spécifique où il y a des gens qui peuvent surveiller, ou encore, si l'enfant est d'accord, ça peut se faire aussi via une tierce personne qui peut être la grand-mère, le grand-père, qui peut être même un parent de l'agresseur, en autant que celui-ci s'engage. Parce que maintenant, avant, quand les gens acceptaient de faire la supervision, ils ne mesuraient pas toujours l'ampleur de leur obligation. Maintenant, ils doivent signer un document qui les engage à assumer leur rôle de superviseur adéquatement pour protéger l'enfant. Alors, ce sont toutes des mesures qui peuvent être mises en place pour pouvoir protéger l'enfant, mais quand même lui permettre d'avoir des contacts avec son parent agresseur. Si vous me permettez, je vais revenir à ce que vous avez dit. On va nommer un procureur lorsque l'enfant a 7-8 ans pour qu'il soit capable de cerner la situation. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que les enfants sont toujours capables de cerner la situation dans laquelle ils sont quand on parle de violence conjugale, violence familiale? Effectivement, ce n'est pas dans tous les cas. Et c'est là qu'on va venir parler d'aliénation parentale ou encore, ça n'a pas besoin d'aller jusqu'à là. Ça peut être des fois, l'enfant peut avoir peur tout simplement de dire à son parent agresseur qu'il ne veut pas le voir. Mais à ce moment-là, il pourra y avoir des expertises qui vont pouvoir être demandées afin de pouvoir examiner toute la situation. Et là, ça sera des psychologues et des travailleurs sociaux qui vont être interpellés pour pouvoir venir faire la lumière sur cette situation-là. Mais je vous dirais qu'habituellement, on a des enfants qui sont pas mal éveillés et qui savent pas mal ce qui se passe, mais des fois, ils peuvent aussi être endoctrinés par le parent agresseur qui va dire « Mais si tu fais ça, je t'emmènerai pas, exemple, en vacances. » Alors, il peut y avoir des menaces, mais les enfants, lorsqu'il y a un bon lien qu'il y a entre le procureur et l'enfant, il va finir par dire vraiment ce qu'il pense. Puis, le rôle de l'avocat à l'enfant ne sera pas d'aller trahir l'enfant, mais l'avocat va travailler avec l'enfant pour essayer de trouver des façons quand même de mettre en place des mesures de protection pour lui sans tout à fait que le parent de qui il a peur. Exemple, je ne veux pas aller voir mon père, mais si je ne vais pas, je ne pourrai pas aller en vacances, puis je vais aller en vacances. Il y a moyen, il y a toujours un jeu là, qui peut être fait pour essayer de trouver des solutions entre les deux. De là, l'intérêt aussi que les enfants aient un suivi.
avec une intervenante, par exemple, dans les maisons d'hébergement. Ils ont une expertise pour accompagner les enfants exposés à la violence conjugale et les aider à faire sens de ce qui est arrivé dans leur famille. Parce que dans la violence conjugale, l'ordre dans la famille est tout chamboulé et les enfants peuvent être convaincus que le parent victime, il a tort, qu'il mérite de se faire chicaner. Donc, ça peut être complexe là, pour les enfants de départager qui est la bonne personne, qui est la personne qui exerce, parce qu'ils peuvent avoir l'impression que le parent agresseur a raison, parce qu'ils n'ont comme pas le choix d'adhérer à ça, parce que s'ils trouvent que le parent agresseur n'a pas raison, ils sont eux-mêmes en danger. Donc, de là l'intérêt que les enfants soient accompagnés et aient eu accès à quelqu'un avant, justement, des procédures judiciaires, ou surtout s'ils ont à prendre part, parce que, tu sais, c'est toujours touché, hein, parce que quand un enfant peut devenir une partie dans les procédures judiciaires, bien là, ça peut promouvoir de la part du parent agresseur d'influencer l'enfant plus pour que l'enfant demande certaines choses. Donc, de là, l'intérêt, justement, dans le nouveau projet de loi, que les enfants puissent voir un intervenant sans nécessairement le consentement des deux parents, parce qu'en ce moment, dans certaines situations, ça pose problème. Donc, un parent peut vouloir que son enfant ait un suivi, mais l'autre parent ne veut pas. C'est ce que j'allais dire. J'allais juste ajouter une dernière chose. Je pense qu'il faut rester comme avocat, en tout cas, là, puis même comme parent qui serait dans cette situation-là, vigilant en ce sens que il y a le meilleur intérêt de l'enfant, il y a son désir, il y a ses besoins aussi, puis il y a les impacts de la violence conjugale sur lui. Puis ça peut être vraiment indépendant de son désir. Donc, comme intervenant juridique, il y a le tribunal, mais il y a les avocats aussi. Si on a un intérêt qui serait contraire à ça en fonction des impacts, je pense que, ou si on est une maman ou un papa là, qui se dit, il me semble que là, le désir de mon enfant, puis la situation qu'il a vécue, puis moi, les impacts que je constate sur lui ou que les autres intervenants constatent sur lui doivent être pris en compte. Ça fait partie de la grande équation. Puis il ne faut surtout pas l'oublier. On parle de procédure en droit de la famille en contexte de violence conjugale. On parle de quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on connaît un peu plus à tous les jours devant les tribunaux de la famille. Très rapidement, le temps file. Dernière question. On a parlé tantôt d'une des formes de violence conjugale, c'était avec l'argent, la violence économique. Est-ce qu'il existe des programmes d'aide, d'indemnisation pour les femmes, justement, pour essayer, justement, de contrer cette violence économique-là? Bien, il y a toujours l'indemnisation l'IVAC, donc l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Donc, quand une victime de violence conjugale, il y a certains actes criminels, là, il y a eu une refonte là, de cette loi-là. Je pense que c'est plus large qu'avant. Donc, ça permet, quand il y a eu des actes criminels, d'avoir accès à une indemnisation pour les conséquences de ces actes criminels-là. Donc, un suivi, par exemple, avec un psychologue, une travailleuse sociale peuvent faire partie de ça. Installation de système d'alarme, un déménagement. Si, par exemple, il y a une situation de harcèlement post-séparation qui ne cesse pas, bien, l'IVAC peut défrayer le déménagement de la victime dans un lieu de sécurité qui est inconnu de l'ex-partenaire. Donc, il y a ça, mais c'est limité aux conséquences strictes de la violence sur la victime, mais sur l'enfant aussi. Les enfants exposés ont accès aussi. Mais je pense que ça prendrait peut-être plus largement des programmes pour ne serait-ce que d'aider les victimes à démontrer certaines situations. Par exemple, si un partenaire travaille au noir et reçoit... Il y a des situations où des victimes de violence conjugale doivent verser une allocation, une pension alimentaire à un ex-partenaire, mais qui, lui, travaille au noir, donc qui reçoit de l'argent. En tout cas, ça devient bien compliqué. Donc, s'il y avait moyen de démontrer ces choses-là, je pense que ça pourrait faire une grande différence. Donc, la recherche de preuves pourrait faire une grande différence. Ça pourra peut-être faire partie de ce qu'on pourra faire dans le futur. Là. Dans certaines émissions à la télé, là, il y a des détectives privés là, qui travaillent avec eux autres. Ça, nous, on regarde ça et on dit « Hey, ça serait donc bien le fun si c'était réellement comme ça dans les situations de violence conjugale » parce que c'est souvent des choses qui seraient démontrables dans un contexte comme ça, mais que la victime elle-même, ça devient sa parole contre la parole de l'agresseur. Ça peut être dangereux même pour elle de parler.
Et comme le disait Claudine tantôt, il existe évidemment la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels qu'on appelle maintenant la loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur établissement. Ce qui est important de savoir, on n'est pas obligé d'avoir porté plainte à la police pour pouvoir bénéficier de cette loi-là. C'est important. Et Claudine a tout à fait raison quand elle mentionne surtout les agresseurs qui travaillent au noir quand il s'agit d'établir la pension alimentaire, parce que c'est bien beau de vouloir faire une demande de pension alimentaire, mais encore faut-il démontrer que l'agresseur a la capacité de payer. Et ça, effectivement, c'est pas de tout repos. C'est sûr que c'est difficile d'avoir des preuves quand tu sais que tu travailles au noir. Il y a toujours la possibilité de faire une preuve de train de vie, mais encore là, si l'agresseur vient dire qu'il a obtenu ses argents parce que telle personne lui a passé de l'argent, mais vous savez, ça, c'est encore, il faut qu'effectivement les avocats, et on le signait tantôt, qui travaillent dans les domaines de violence conjugale ou violence sexuelle soient très téméraires, très acharnés, très persévérants. Parce que oui, ces gens-là qui viennent dire, ben non, c'est telle personne qui m'a donné de l'argent, pas de problème, on va l'emmener témoigner à la cour. Il faut vraiment creuser, puis on peut finir par avoir un montant d'argent, mais des fois qui ne correspond pas du tout au train de vie de la personne, mais ça prend définitivement des avocats acharnés lorsqu'on travaille dans ces domaines-là. Bien, mesdames, ce fut encore une fois un réel plaisir de vous avoir. On aurait pu continuer encore, on aurait eu des questions. La violence conjugale, malheureusement, c'est pratiquement un sujet qui ne se termine jamais. Je vous remercie pour vos interventions. Je suis sûre, je parle au nom des internautes, que ça a été vraiment très, très instructif. En tout cas, pour ma part, même si je suis dans le milieu, il y a plein de choses que j'ai appris aujourd'hui. Pour les internautes, ben, je vous rappelle de nous suivre sur nos médias sociaux respectifs. Donc, on parle de Jury Pop, SOS Violence conjugale et bien entendu juridique. Je rappelle, encore une fois, si vous avez besoin d'aide, trouvez des ressources. N'hésitez pas, vous avez vu tout le long des présentations les numéros de téléphone, les endroits où aller demander de l'aide, que ce soit pour vous, pour quelqu'un, on l'a vu tantôt, il faut être vigilant. Donc, n'hésitez pas, ça vaut la peine. Et surtout, partagez l'information avec les autres. Plus on va en parler, mieux ça va être. On va finir par casser ce fameux fléau qui est la violence conjugale. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine pour notre prochain rendez-vous juridique en novembre prochain. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye.